Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire en quelque sorte que j'ai repris parce que le premier, voilà, la qualité du son n'était pas vraiment au rendez-vous, donc ce qui ne me permettait pas de pouvoir le poster dans ce podcast. Cette version podcast du livre à cette allure, lorsque le créateur devient la créature. Voilà, donc je vais tout simplement revenir de façon très brève sur la première présentation. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre présentation. Donc, la première chose, c'est déjà les objectifs de cette longue série de rencontres que nous allons avoir désormais, peut-être tout au long de l'année, à travers la plateforme Zoom, donc qui est consacrée à cette promotion-là du livre à cette allure. Donc, les objectifs sont clairs. Ils sont en quelque sorte, on va dire, regroupés en, voilà, en trois. Il y a quatre grands objectifs, voilà, de façon très simple. Premier objectif consiste à établir de l'équilibre dans nos usages numériques et des réseaux sociaux. Le deuxième objectif consiste à regagner le contrôle de nos émotions. Le troisième objectif, lui, il consiste à lire le livre. En effet, le but, c'est vraiment d'inciter tous les participants à ces différents webinaires de pouvoir se procurer le livre, de le lire et enfin, on arrive au quatrième objectif, sensibiliser notre entourage. En effet, recommander le livre ou encore sensibiliser les personnes sur voilà, tout ce qui aurait été abordé tout au long de nos séminaires, tout au long de nos rencontres, voilà, sur le sujet. Parce que la thématique, elle est très grande. Et voilà, donc pour cette première rencontre que nous avons eue donc, sur la plateforme Zoom et que je retranscris ici, encore que voilà, je reprends ici. Le but aussi était vraiment de faire comprendre pourquoi est-ce que je suis arrivé à me dire qu'il fallait écrire un livre sur le sujet des réseaux sociaux et en l'occurrence des effets qu'ils ont sur nous aujourd'hui. Donc cette présentation, en quelque sorte, va s'inscrire dans cette pensée-là. Alors, premièrement, il est important, en toute chose, de revenir sur l'histoire. Vous savez, j'avais commencé la première séance en disant que lorsqu'une personne écrit un livre, c'est que cette personne a certainement quelque chose à dire. Donc on ne se met pas, on se lève pas un jour comme ça et se dire, bah, tiens, je vais écrire un livre. Non, on écrit un livre généralement lorsqu'on a un message à véhiculer et lorsqu'on a vraiment quelque chose à dire pour apporter, voilà, notre contribution un peu à l'évolution du secteur dans lequel on a décidé de, voilà, d'écrire. Donc, ceci dit, dans le processus de rédaction de mon livre, j'ai donc effectué des recherches et ces recherches m'ont permis de collecter un certain nombre d'informations. C'est la raison pour laquelle je parlais d'abord dans un premier temps de l'histoire. Donc de revenir un peu dans ce qui concerne l'histoire des médias, l'histoire des réseaux sociaux, d'où est-ce que les réseaux sociaux trouvent leur origine. Alors dans cette slide, nous avons parlé des médias et des réseaux sociaux. Alors, on a dit qu'il existe, voilà, plusieurs types de médias. Donc, les médias et les réseaux sociaux, on a compris que ce sont des canaux de diffusion d'informations. Donc, quand on parle de médias, généralement, on fait référence à la télévision, à la radio, à la presse. Donc, ce sont les différents organes médiatiques classiques, hein. Euh, et la presse, quand on parle de la presse, ça peut être la presse écrite ou encore la presse en ligne. Et on a compris que ces différents organes médiatiques ont pour objectif d'informer, d'éduquer et de divertir les spectateurs, donc le public. Ça peut être des téléspectateurs, ça peut être des auditeurs, ça peut être des lecteurs, ça dépend du médium que l'on utilise. Mais dans tous les cas, les médias ont pour rôle de diffuser de l'information. Donc ils produisent de l'information, ils la diffusent. Et cette diffusion-là s'inscrit dans différents cadres. Ça peut être dans le cadre de l'information, comme je le disais tantôt, et pour cela, il y a plusieurs chaînes de télévision qui sont spécialisées en la matière. En France, par exemple, nous avons CNews, nous avons TF1, nous savons que c'est des chaînes spécialisées pour l'information. Mais il peut également y avoir du divertissement. Alors TF1, c'est pas forcément l'exemple adapté parce qu'il y a certains programmes de divertissement qui sont intégrés. Mais de façon générale, vous avez des chaînes, d'accord, qui sont spécialisées dans la diffusion de l'information et d'autres
qui, elles, par contre, sont dans l'éducation. Ça peut être des chaînes spécialisées dans le documentaire, etc. Et d'autres, et enfin, voilà, la dernière catégorie s'inscrit, elle, dans le divertissement. Et voilà, là, c'est le show, c'est des clips, etc. Donc, les médias, eux, produisent du contenu, le diffusent, et ce qu'on doit savoir, c'est que leur action, en quelque sorte, de diffusion, s'inscrit dans un sens de unilatéral. D'accord? C'est unilatéral, c'est-à-dire qu'ils produisent l'information, ben, le téléspectateur, lui, il reçoit tout simplement, hein, il consomme, c'est tout. Alors, il arrive que certains programmes euh, proposés par certains médias s'inscrivent un peu, font un peu de l'interactivité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des programmes interactifs qui vont susciter l'échange entre l'animateur et le téléspectateur, par exemple. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le média n'a pas pour vocation tout de suite on va dire, d'aller dans ce sens. Mais s'ils ils le font, par exemple dans le cadre du divertissement ou bien dans le cadre, par exemple, de l'information, eh ben, on doit savoir que l'interaction ici reste limitée. D'accord? Elle est tout simplement limitée. Par contre, quand on parle de réseaux sociaux, eh ben, les réseaux sociaux, en effet, c'est quoi? Ce sont des sites web, ce sont des blogs, ce sont des vlogs, ce sont des podcasts. Voilà, ce sont des applications qui permettent tout simplement l'interaction, d'accord, voilà, entre celui qui produit l'information et celui, en effet, qui la reçoit et qui peut également apporter une réponse. Donc, contrairement aux médias, les réseaux sociaux, eux, sont en quelque sorte des plateformes d'expression qui favorisent l'interaction. D'accord? Ici, la diffusion de l'information n'est pas unilatérale, bien au contraire, elle est bilatérale. Donc, on peut émettre de l'information et en recevoir. Celui qui émet l'information peut, par exemple, poster une vidéo, poster une photo, poster, voilà, quelque chose, un contenu, et celui qui le reçoit peut également apporter une information, c'est-à-dire un commentaire, et voilà, faire d'autres actions, d'accord, qui peuvent influer, d'accord, sur cette information ou ce contenu posté, c'est-à-dire partager, liker ou pas. Donc, c'est un peu ça le principe des réseaux sociaux, c'est qu'il y a de l'interactivité, contrairement, ou encore l'interactivité est un peu plus large, un peu plus libre, un peu plus ouverte, d'accord, que dans les médias. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que le premier réseau social qui a été créé, d'accord, a justement eu lieu, en quelque sorte, été lancé aux États-Unis, donc à la Silicon Valley, euh, par un Américain qui a lancé la plateforme Six Degrees. Donc l'idée, en effet, était de pouvoir démocratiser la diffusion de l'information. Alors, après Six Degrees, on entend parler de MySpace. Après MySpace, naît ce qu'on appelle, enfin, ce qui est connu aujourd'hui, Facebook, donc Meta. Et Facebook, en effet, aujourd'hui, est le réseau social qui réunit le plus grand nombre d'utilisateurs à travers le monde. Et on compte, selon le reportage que j'ai visualisé sur la géopolitique des réseaux sociaux, près de 2,7 milliards d'utilisateurs à travers le monde en 2021. Donc ça veut dire que depuis lors, certainement, on peut compter une amélioration, en fait une augmentation du nombre de personnes. Alors, ceci dit, les réseaux sociaux se créent. Des plateformes qui peuvent permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, de diffuser de l'information, ont vu le jour et justement permettre tout simplement à ce que l'information désormais puisse se partager de façon bilatérale. Alors, les réseaux sociaux naissent. Nous tous, nous avons, quand on était plus jeune, on entendait parler par exemple, de Yahoo. On se disait, ben, tiens, c'est quelque chose de hyper intéressant, ça peut nous permettre, voilà, d'échanger avec d'autres personnes. Donc, la toute première fois, je crois que c'était en 2004, 2005, par là, je crois. Et première fois vraiment qu'on entendait parler, par exemple, de Yahoo, qui, voilà, permet les messageries électroniques et tout. Et voilà, de Yahoo, on va commencer à développer un petit intérêt pour voilà, tout ce qui est
tout ce qui peut créer de la connexion et du lien à travers le net. Mais bon, dans nos pays à l'époque, au Gabon, la connexion n'était disponible que dans des cybercafés et c'était pas souvent évident. Mais on sentait déjà que, bah, tiens, il y a quelque chose de nouveau qui peut créer un lien avec des personnes hors de notre, voilà, notre lieu de résidence, très loin, et dans d'autres continents, par exemple. Donc, nous, on commençait déjà à voir, à ressentir que, tiens, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Bon, moi, personnellement, euh, j'ai fait une expérience qui m'a permis de constater l'évolution des réseaux sociaux. Voilà, et c'est cette expérience-là que je vais vous partager et on va comprendre comment est-ce que je suis arrivé à écrire ce livre. En fait, du moins, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? Alors, en 2017, je suis en voyage, voilà, de tourisme, de vacances en Afrique du Sud, à Cape Town, à la belle ville de Cape Town, et je découvre pour la toute première fois le réseau WhatsApp, donc l'application WhatsApp. Et de WhatsApp, je me rends compte que je peux euh, reprendre de contact avec des personnes à travers leur profil. Donc, en voyant leurs photos postées, donc voilà, dans leur profil, ça suscite un sentiment de proximité avec la personne. Et donc, du coup, je me dis, bah, tiens, telle personne, par exemple, j'avais un ami qui était au Sénégal et je l'ai vu dans son profil et ça suscitait un intérêt particulier. Je me suis dit, bah, tiens, je vais entrer en contact avec la personne et on va échanger. Et puis, bah, voilà. Et on a commencé la conversation et puis, ben voilà, j'ai senti un changement entre la conversation à travers la messagerie classique traditionnelle, donc par SMS, et la conversation par une application où on peut voir la photo de celui avec qui on parle, par exemple, un peu comme on pouvait le voir dans les messageries électroniques Yahoo. Et là, tout de suite, ça crée un sentiment de proximité et un petit changement. C'est vraiment, on est en 2013, hein, pardon, j'ai fait une erreur, ce n'était pas 2017, 2013 plutôt. C'est en 2013, je découvre ce réseau social. Donc, je rentre, voilà, dans mon pays et je continue à utiliser euh, l'application. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire la rencontre, voilà, de mon épouse aujourd'hui et je la rencontre dans un contexte où elle est en déplacement, elle va aller s'installer dans un autre pays et moi, je serai dans un autre. Donc, j'étais au Gabon et elle était en France. Donc, quand elle monte en France, elle vient désormais ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on va communiquer à travers un réseau social, donc WhatsApp. À l'époque, on communiquait avec WhatsApp et en ce temps-là, en 2015, on s'est rendu compte que la communication était un peu limitée parce qu'on ne pouvait que s'entendre, parce que c'était la seule fonctionnalité qui était disponible, des appels audio. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va entendre parler d'une nouvelle application qui, elle, proposait la fonctionnalité d'appel vidéo. En 2015, on va utiliser donc Viber. Quelque temps après, on va entendre parler d'une autre application qui, elle, est IMO. IMO, on peut émettre des appels audio et vidéo. On va quitter Viber, on va utiliser IMO. Avec les activités parallèles que j'entreprenais, je me rends compte que, tiens, il y a des géants tels que Facebook et YouTube qui sont là, qui peuvent permettre à ce que voilà, mon activité puisse par exemple être visible. Et je veux également créer des comptes dans ces réseaux-là. Le temps passe, 2017, je constate que, euh, parce que en fait, au passage, on utilisait toujours WhatsApp. Donc 2017, je constate que il y a certaines fonctionnalités qui commencent à voir le jour dans mon téléphone. Par exemple, les statuts. Je peux désormais voir des statuts. Et en plus de cela, je peux désormais émettre des appels vidéo, par exemple euh, avec WhatsApp. Et là, tout de suite, je vais me rendre compte que non seulement je peux émettre des appels avec IMO, émettre des appels audio, audio et vidéo avec IMO, je peux aussi le faire avec WhatsApp, mais je peux aussi le faire avec Facebook. Et finalement, toutes les fonctionnalités sont disponibles
dans toutes les grandes applications. Donc, je constate un changement, je constate une évolution. Mais en même temps, je me rends compte que toutes ces évolutions créent chez moi un sentiment de d'envie d'être investi dans tous les réseaux sociaux, l'envie de consulter les profils des uns et des autres, l'envie de poster à chaque fois des photos, non seulement dans mon statut, mais aussi dans mon profil. En fait, l'actualiser quotidiennement pour être connu, pour que voilà, je montre aux uns aux autres ce que je fais. Donc, ce changement de comportement, en quelque sorte, s'est installé graduellement en moi suite à l'apparition de ces nouvelles fonctionnalités dans les réseaux dans lesquels j'étais, en l'occurrence WhatsApp, Imo et par la suite Facebook et YouTube. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Comment se fait-il que des personnes avec lesquelles on n'est pas habitué à parler facilement nous écrivent ou m'écrivent juste pour entreprendre des conversations. Et comment se fait-il que moi aussi, je suis, je, je, voilà, je m'inscris aussi dans cette tendance-là. C'est-à-dire que on communique avec des personnes, pas forcément parce qu'on a envie, mais parce que, ben voilà, il y a la possibilité de voir que telle personne est en ligne, telle personne est en ligne il y a de cela 5 minutes, il y a de cela 6 minutes. Et voilà. Donc, du coup, je commence à voir des changements. Je commence à voir que je me réveille très tôt et que le premier réflexe, c'est de consulter mon téléphone. Je constate que toute la journée, je suis avec mon téléphone pour les mêmes usages que voilà, je vais à peine de citer, c'est-à-dire consulter, mettre à jour, voilà. Et en plus de cela, je me rends compte que je dors maintenant très tard. Je me couche très tard. Donc, s'il faut tenir compte du contexte dans lequel j'étais, je vous le disais tantôt, que j'étais en situation de connexion, de communication avec mon épouse, mais à l'époque, nous étions encore fiancés, et donc elle était dans un pays, moi j'étais dans un autre. Et voilà, c'était juste euh, l'application, donc WhatsApp ou Imo, qui nous permettait d'être en contact. Donc du coup, lorsqu'on échangeait, bah, il fallait échanger. Donc voilà, il fallait échanger régulièrement pendant la journée, en soirée, et donc ce qui fait que mon oreille était quotidiennement, voilà, au contact du son, voilà, du téléphone. Voilà, donc vous voyez qu'au bout d'un instant, mon comportement, mon attitude, mes usages ont commencé à davantage, voilà, se renforcer et bâtir en moi une habitude qui malheureusement compromettait ma santé d'abord dans un premier temps physique, parce que ben voilà, quand on se couche très tard et on se réveille très tôt et qu'on est quotidiennement devant des écrans, en longueur de journée, je veux dire, au bout d'un instant, on peut avoir des maux de tête, on peut se sentir très fatigué, et c'était le cas. Et je me suis rendu compte que non seulement euh, une, c'était quelque chose de négatif, hein, c'était un changement négatif à ce niveau, donc au niveau physique, mais je me rendais compte que même au niveau émotionnel, c'était quand même très désagréable du fait que, par exemple, lorsque je vois qu'on ne regarde pas mes statuts et que voilà et que personne m'écrive, par exemple, j'ai le sentiment de solitude, j'ai le sentiment que je ne suis pas important. Donc, émotionnellement, c'est quand même assez désagréable. Et voilà. Donc, je commençais à ressentir des choses émotionnellement. En plus de cela, lorsque vous êtes en relation amoureuse, si vous écrivez à une personne, c'est marqué par exemple bleu que la personne a reçu le message et que la personne ne répond pas, et ben, ça joue des tours émotionnels. Et donc, ça, voilà, je sais que beaucoup de personnes vivent ça et c'était des choses que je commençais à constater. Personnellement, je ne passais plus de temps de méditation de la parole de Dieu. Je ne passais plus de temps dans la prière. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y avait une notification, et vous connaissez la couleur de la notification, ou encore le son du message d'une notification, lorsque la sonnerie là, elle sonne, tout de suite, elle vous déstabilise. Si vous étiez concentré sur quelque chose, vous voyez déjà que vous commencez à basculer. Et donc, c'est l'ensemble de ces changements
qui m'a amené à m'interroger, à me demander ce qui n'allait pas. Et c'est naturellement en 2016 que je vais écrire voilà, mon premier article sur le sujet, qui s'intitule La subtilité pernicieuse du virtuel actuel, qui est écrit en 4 volumes. Je vais en quelque sorte être révolté, je vais dire, mais c'est pas possible. Quelque chose doit être fait parce que euh, on éprouve tous les mêmes émotions dans les usages de ces réseaux sociaux. Bien entendu, je n'avais pas encore tout le jargon du numérique, hein, même si le numérique est très complexe, mais je n'avais pas encore voilà, connaissance de toutes ces choses-là. Mais dans tous les cas, je me suis dit, bah, tiens, la seule façon, moi j'aime écrire, la seule façon pour moi d'extérioriser cette peine émotionnelle-là, ben, c'est de pouvoir le mettre sur écrit en écrivant un article. Et puis ben voilà. Donc j'ai sorti cet article pour faire interpeller, en l'occurrence les chrétiens, hein, dans leurs usages des réseaux sociaux. Alors ça c'était une parenthèse, c'est un peu ça l'histoire. C'est un peu ça l'histoire donc qui date de 2013, 2015, 2016, 2017. Il y a eu des événements qui se sont produits dans ma vie et j'ai commencé à m'engager à interpeller les gens justement suite à ces événements-là. Alors, c'était une parenthèse, ça concernait l'histoire. Alors, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux, on doit savoir que cela concerne l'économie numérique. L'économie numérique, c'est un terme très important. Vous savez, quand on parle d'économie, c'est le commerce. Donc, l'économie numérique, c'est le commerce d'un produit ou d'un service en ligne. Donc, c'est entreprendre une activité commerciale, économique, via le net. Donc, via une application, un réseau social, un site web, voilà, quel que soit le médium, mais toujours est-il que vous pouvez vous produire, cela peut vous générer de l'argent. Et les géants du numérique que nous connaissons aujourd'hui sont les GAFAM. Donc GAFAM veut dire, désigne tout simplement les premières lettres des géants du numérique dans le monde, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc ce sont eux qui, en quelque sorte, dirigent le monde en matière de numérique, hein, de réseaux sociaux ou de réseaux sociaux, ça dépend. Mais voilà, ce sont vraiment les géants. Il y a également ce qu'on appelle les fans. En fait, ce sont finalement une association, un groupement de grandes entreprises, de grands géants de la big tech. Il y a aussi les fans, par exemple, Facebook, Apple, Amazon et Netflix. Bon, en quelque sorte, c'est les mêmes acteurs, mais on a en plus de Netflix qui est spécialisé, par exemple, dans voilà, la diffusion de films, etc. On a aussi YouTube, Snapchat, TikTok, donc les autres réseaux sociaux, qui, eux, sont des acteurs de l'économie numérique dans le monde. Donc, voilà, l'économie numérique, c'est dirigé essentiellement par ces personnes-là. C'est-à-dire, si vous êtes entrepreneur dans l'une des plateformes mises en place par ces géants-là, eh ben, sachez que vous êtes un acteur, mais au-dessus de vous, il y a des géants qui, eux, créent des conditions pour l'exercice, par exemple, d'une activité économique dans le net. Et ça peut être à travers leur plateforme. Alors, attention, en effet, une slide sur attention. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'économie numérique, le commerce en ligne, a un fond de commerce, a un moteur, ou je pourrais même dire un carburant. Le carburant, et ça c'est très important, il faut vraiment comprendre ça, c'est que le carburant de l'économie numérique, c'est l'attention. L'attention humaine. C'est le fait de porter notre concentration sur quelque chose, parce que c'est ça la définition de l'attention. L'attention, c'est la concentration d'une activité mentale sur un sujet. Donc, le fait de porter notre attention sur quelque chose constitue le carburant des acteurs de l'économie numérique, ou encore des plateformes en ligne que les acteurs de l'économie numérique mettent en place. Et qui parle de concentration d'une activité mentale engage l'émotion de la personne concernée. D'accord? Lorsque vous êtes concentré sur quelque chose, généralement, vous avez une émotion
un peu plus sérieuse, un peu plus, on va dire, voilà, on est concentré sur quelque chose. Lorsque vous vous amusez, ben, vous avez une émotion aussi qui va avec. D'accord? Donc, c'est ça. L'émotion, et ce qu'on doit savoir, c'est que l'émotion est le carburant des algorithmes des réseaux sociaux. Hein. Les algorithmes, on en parlera voilà, on en parlera dans prochaines, euh, euh, les prochains webinaires. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que un algorithme est un ensemble de règles qui est mis en place par un développeur web. D'accord? Et voilà, lorsqu'on met cet ensemble de règles-là, c'est pour répondre à des demandes, c'est pour répondre à des requêtes. On parle de requêtes. Donc, lorsqu'un utilisateur va dans un site, va dans une application, va dans un réseau social et qu'il insère dans le moteur de recherche un mot, par exemple, comment, je ne sais pas, comment parler anglais, comment euh, bien rédiger une lettre, je ne sais pas, de motivation ou comment, je ne sais pas, quel que soit, ou comment préparer telle recette ou encore comment entreprendre, eh bien, les moteurs de recherche, eux, ils enregistrent toutes ces données-là qui, eux, vont constituer votre centre d'intérêt, en quelque sorte, dans le numérique. Et sur cette base, ils vont vous proposer des contenus, en effet, qui sont similaires à ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, du coup, la fréquence avec laquelle vous le demandez, le nombre de choses qui sont similaires à votre première demande vont constituer des données très importantes pour attirer votre attention, pour maintenir votre attention là, et bien entendu, c'est sur cette base que eux ils se font de l'argent parce que plus il y a des personnes connectées, plus il y a des personnes voilà, connectées, et ben mieux ils ont la possibilité de se créer des partenariats avec des annonceurs qui doivent faire leur com pour toucher les personnes connectées. Et c'est comme ça que le deal se fait. D'accord? Donc ça, c'est très important. L'attention. Donc l'économie numérique, est égal à l'économie de l'attention et voir plus loin l'économie de l'émotion. Et c'est là le grand danger parce que les algorithmes connaissent nos besoins, peuvent anticiper sur nos besoins sur la base de nos habitudes de consommation, de tout ce qu'on a comme recherche. D'accord? Quand vous regardez par exemple l'historique de vos recherches sur YouTube ou encore sur Facebook, sur Instagram, quel que soit le réseau social, eh bien, vous devez comprendre que c'est des données précieuses qui peuvent permettre aux algorithmes de mettre des contenus encore plus intéressants afin que cela touche nos émotions et que par là, justement, nous puissions toujours être connectés, hein, tout simplement. Donc, les émotions sont finalement la cible des algorithmes, des moteurs qui sont des robots en quelque sorte qui sont mis en place, d'accord, dans ces réseaux sociaux-là. Leur cible, c'est les émotions. Et justement, lors de la présentation, vous constatez à travers cette image que, voilà, vous voyez des personnes, par exemple, qui traversent la route, mais qui ont leur téléphone, qui regardent les téléphones. Ouais, c'est-à-dire que ça captive votre attention. Lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux, mais il y a des contenus visuels qui ont un potentiel d'attirance, mais extrême, mais extrêmement soutenu. C'est-à-dire que vous avez du mal à dire non à cela. Donc, c'est ça sur quoi justement mise voilà, les algorithmes. Donc, ils misent beaucoup plus sur les émotions. Et l'émotion est égale à la pensée est égale à l'action. Donc, si on agit sur les émotions des gens, ils vont penser d'une certaine façon. Et s'ils pensent d'une certaine façon, ils vont agir d'une certaine façon. Bien entendu, d'une façon qui va être profitable aux géants du numérique. Donc, finalement, il s'agit d'une manipulation. Il n'y a pas un autre terme qui peut mieux qualifier ou décrire ce fait-là. Si aujourd'hui j'ai décidé d'écrire à cette allure, lorsque le créateur devient la créature, c'est tout simplement pour prendre position et dire attention, les réseaux sociaux sont c'est une très bonne chose d'utiliser les réseaux sociaux parce que grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons tisser des contacts, des liens et se créer des opportunités.
Et l'économie numérique, le fait de faire du commerce en ligne, c'est une très bonne chose. Moi-même, j'en suis un acteur. C'est une très bonne chose. Mais lorsqu'on vient à manipuler, d'accord, les émotions d'une personne, eh ben, on manipule son âme. Et si on manipule son âme, c'est qu'on touche son esprit. Donc, en quelque sorte, c'est une sorte de manipulation spirituelle à travers des outils numériques, des outils virtuels. Et c'est ça qui, en quelque sorte, me fâche parce que je dis, c'est pas normal. On ne peut pas manipuler les émotions d'une personne pour se faire de l'argent. Parce qu'en contrepartie, oui, les acteurs se font de l'argent, les géants du numérique, les programmateurs, ces personnes qui sont derrière ces algorithmes, qui les créent d'ailleurs, qui les mettent en place, qui savent que l'homme est foncièrement fragile lorsqu'il voit quelque chose d'attrayant, en l'occurrence lorsque ça a trait avec le sexe, lorsque ça a trait avec le sport, lorsque ça a trait avec le sang. Hein, en quelque sorte, là, je suis en train de mettre en exergue euh, un, un, un dictant en fait de la communication aux États-Unis qui dit que ce sont ces trois choses-là qui font en fait le fond de commerce des médias. C'est le sexe, le sang et le sport, la théorie des trois S, d'accord? Et ce sont ces choses-là qui ont le potentiel d'éveiller nos émotions, de susciter la curiosité, mais une curiosité extrême. Ce sont ces choses-là. Lorsqu'on voit des vidéos à caractère sexiste, sexuel, pornographique, on est stimulé, on a envie d'en savoir plus. Lorsqu'on voit des images qui ont trait avec le sport, pour les personnes qui aiment le sport, en effet, ça éveille des sens. C'est la même chose avec le sang. Lorsqu'on voit des vidéos à caractère tragique ou choquantes, voilà des contenus choquants, ces choses-là ont le potentiel d'attirer notre attention et peut-être nous garder attentifs pendant des heures et des heures. Tant que nous sommes là, eh ben, ça permet aux géants du numérique, en l'occurrence, je vais prendre le cas par exemple de Facebook, eh ben, de se faire des sous. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez l'interface de Facebook, dans votre dispositif, dans un dispositif mobile, par exemple, dans votre téléphone, vous allez voir que, ou encore même dans l'ordinateur, vous allez voir que l'interface, d'accord, de la page d'une personne est telle que vous pouvez publier un contenu et en dessous, vous avez trois boutons. Vous avez le bouton j'adore, enfin like, au milieu le commentaire et à l'extrême droite, donc le partage. En fait, ces algorithmes, les concepteurs de ces sites, les développeurs savent que lorsqu'une personne met une information en ligne ou la publie, eh ben, cette chose devient publique. Et dès lors que quelque chose est public, eh ben, le public peut émettre des jugements, émettre des commentaires, dire ce qu'il pense de la chose publique. Donc, lorsqu'une personne publie sa photo, publie ses vidéos, qui présentent ce qu'il veut, ce qu'ils font, eh ben, c'est pas étonnant que les gens réagissent à cela. Pourquoi? Ben parce que c'est quelque chose de nouveau qui vient sur la place publique, et ben les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Et ils savent ces choses-là, c'est-à-dire les programmateurs savent, ils sont conscients de cette réalité. C'est la raison pour laquelle ils proposent des boutons qui peuvent activer cette disposition naturelle-là à s'exprimer sur la chose publique. Et on doit savoir que ces choses sont orientées, c'est-à-dire c'est programmé, c'est fait exprès. C'est-à-dire faire en sorte que une personne like, c'est-à-dire pousser une personne à liker, va susciter forcément un sentiment d'approbation sociale chez la personne qui a posté le contenu. Et c'est la même chose lorsque la personne met un commentaire, par exemple, que j'aime ce que tu as posté, c'est extraordinaire. Et ben eux, dans leur programmation, ils ont aussi développé la fonctionnalité de liker les commentaires. Donc ça veut dire que tout le monde est servi en fait. C'est-à-dire la personne déjà, on a compris qu'avec les réseaux sociaux, le narcissisme vraiment bat son plein. Les uns et les autres ont tendance à montrer ce qu'il y a de plus beau en eux, et je le développe vraiment en long, en large dans le livre, le narcissisme. Vraiment, les réseaux sociaux, en plus de permettre aux gens de démocratiser vraiment la communication, l'expression publique, c'est bien, ça a permis aux gens de dire ce qu'ils pensent, mais en même temps, le revers de la main, c'est que les gens aujourd'hui, malheureusement, sont devenus très narcissiques et montrent des contenus qui présentent leur vie, leur possession, leur visage, leur corps, leur argent, tout ce que vous voulez. Et facilement, les gens deviennent des proies et finalement continuent à enrichir les géants du numérique au détriment de leur vie. Au détriment de leur vie.
C'est la raison pour laquelle je suis contre toutes les personnes qui passent leur temps, à moins que vraiment leur activité concerne vraiment, je sais pas, de la beauté ou je sais pas trop. Mais moi, je ne like pas personnellement les personnes qui passent leur temps à toujours publier du contenu, rien que, qui ne présentent que leur visage, que leur possession, etc. Ces personnes qui sont foncièrement narcissiques induisent d'autres personnes en erreur. Les personnes dites influenceuses ou influentes, ces influenceurs, la question qu'on doit se poser, c'est que où est-ce que ces influenceurs nous amènent? Où est-ce qu'ils nous amènent? Parce que oui, c'est bien, vous m'influencez, mais si l'influence que vous m'apportez m'amène à devenir narcissique, m'amène à devenir une autre personne, de quitter de personne à personnage, à me créer une identité qui est déconnectée de ma réalité, eh ben, ça, c'est une destruction. Et ça, finalement, ça ne semble pas être positif. Donc, c'est pas une influenceur positif, c'est pas une influenceur, c'est pas une influenceuse qui m'amène vers quelque chose de positif. D'autant plus qu'aujourd'hui, les influenceurs qui percent le plus, ce sont ceux qui, ben voilà, orientent leur contenu vers la sexualité, la vulgarité, la perversité, etc. Donc, c'est ça un peu aujourd'hui ce que les algorithmes malheureusement imposent comme nouvelle culture hein, pour se faire le buzz, etc. Donc, tout est fait pour, tout est conçu pour vraiment créer quelque chose qui a fait en sorte que ça attire l'attention et que nous, on soit toujours amené à produire du contenu dans ce sens pour avoir une certaine satisfaction personnelle. Et voilà. Donc, on arrive à bientôt vers la fin. Tout ceci nous conduit à trois grandes déconnexions. La première déconnexion, c'est une déconnexion d'abord avec Dieu, en effet. La déconnexion avec Dieu se fait que, euh, du fait que ben, on n'a plus de temps avec Dieu, on n'a plus de temps avec Dieu, on n'a plus de temps de prière, on n'a plus de temps de méditation, on n'a plus de temps vraiment de s'investir pour son développement spirituel. Pourquoi? Parce qu'on est absorbé quotidiennement par l'envie de produire du contenu ou encore l'envie de consulter du contenu. Et ça, quelles que soient les conséquences manifestes dans notre corps, dans nos émotions. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose de très terrible. Deuxième chose, la déconnexion d'avec soi-même. En effet, beaucoup de personnes perdent développent des complexes et perdent vraiment cette confiance en soi lorsqu'elles sont confrontées à la richesse, la beauté parfaite qu'il y a chez les personnes qu'elles observent, qu'elles admirent dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un fléau, c'est un problème qui vraiment gangrène la jeunesse aujourd'hui. Et enfin, il y a la déconnexion d'avec les autres. Parce que, pourquoi? Ben, parce que aujourd'hui, à cause des appareils connectés, on peut être en groupe, on peut être en famille, mais en même temps, on a toujours la pensée de vérifier ce qu'il y a comme notification dans nos téléphones, ce qui fait qu'on est ensemble, mais en fait, on n'est pas ensemble. Voici un peu les trois dimensions dans lesquelles l'usage disproportionné, invigilante, si ça se dit, en fait, vous voyez, l'usage qu'on fait des réseaux sociaux avec un manque de vigilance, bien entendu, nous conduit à ces trois dérives-là. Et comment faire pour gagner le contrôle? L'avant-dernière slide, eh ben, c'est tout simplement considérer que nous sommes nés sans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas nés avec les applications déjà incorporées en nous, avec une connexion Internet, avec des smartphones, des tablettes, des portables, des ordinateurs portables en nous. Nous sommes nés, généralement, on est nus, je pense. Hein. Bon, je crois que c'est ça. On est nus, d'accord? Et on retourne comme ça. Souvent, on nous habille. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'est pas né avec ça. Et le mensonge que les réseaux sociaux veulent nous faire croire, c'est que on ne peut pas faire sans. On ne peut pas vivre sans. Et ça, c'est un gros mensonge. Les réseaux sociaux sont utiles dans une certaine mesure, sont importants dans une certaine mesure, mais ils ne sont pas indispensables. Donc le mensonge de l'indispensabilité des réseaux sociaux doit être quelque chose de combattu. On doit combattre contre cela. Et pour regagner le contrôle, on doit se considérer comme des enfants. Nous sommes nés sans ces réseaux sociaux-là. Donc il y a la possibilité de rester dans ce qui est essentiel et rejeter ce qui est non essentiel, tout simplement. Donc vraiment, cette première présentation nous a permis de comprendre que les réseaux sociaux sont une très bonne chose, d'accord? Ça a permis de démocratiser la diffusion de l'information, de favoriser, d'accord, l'interaction entre celui qui produit et celui qui reçoit. Ça, c'est une très bonne chose, c'est une amélioration vraiment de la démocratie dans le sens de la communication, parce que la démocratie, excusez-moi, personnellement, voilà. Je ne suis pas contre parce que mes convictions spirituelles, en effet, je suis chrétien. Je pense que voilà, ce qui est mieux dans la vie d'un être humain, c'est de se soumettre à la loi de Dieu. Donc, du coup,
la théocratie. Mais bon, ça, c'est ce que je pense et c'est ce que je recommande, je transmets comme valeur. Donc tout ceci, c'est l'objet de mon constat, c'est l'objet de ce que j'ai vécu. J'ai vu une dégradation, d'accord, de mes émotions, dans la gestion de mes émotions. Et ben, lorsque j'ai creusé, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux été en grande partie responsable, d'accord, de ces changements-là. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant qu'écrivain, en tant que penseur aussi, j'ai décidé d'écrire ce livre-là, pour interpeller le plus grand nombre, parce que je sais que nous sommes nombreux à vivre cette réalité, et surtout les gens de ma communauté, les chrétiens, les croyants, d'accord, vraiment les enfants de Dieu qui aujourd'hui sont en proie aux réseaux sociaux et qui malheureusement laissent le buzz, voilà, rentrent vraiment dans tout type de distraction parce on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. On peut voir des personnes qui font des prières, par exemple, publiques, qui se filment en évangélisant, des personnes qui se filment en faisant vraiment l'œuvre de Dieu et on se pose la question, qu'est-ce qui va pas? Eh ben, c'est cette culture des réseaux sociaux qui veut qu'aujourd'hui, on rende public tout ce qui est censé être intime, et ben on rentre dans une sorte d'extimité et on quitte l'intimité. Et ben c'est ça le problème. On quitte le sacré et quand on quitte le sacré, eh ben on est dans tout simplement la bassesse et c'est ça le grand problème aujourd'hui. Cette culture est imposée à tous les niveaux et il est important de reprendre le contrôle. Il est important d'être vigilant. Donc, je m'adresse à la fois aux chrétiens, parce que ce sont des personnes de ma communauté, mais je m'adresse aussi aux personnes qui ne croient pas en Dieu. Je pense que nous sommes tous concernés par ça. Moi, j'ai vu que la manipulation, elle était d'abord spirituelle. Et ben, j'ai dit qu'il faut prendre position face à cela. Ce livre n'est pas c'est pas un livre chrétien. Vraiment, je tiens à le dire. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde et chacun devrait pouvoir comprendre l'enjeu spirituel qui est derrière, d'accord, nos usages, d'accord, des réseaux sociaux. Il y a un enjeu spirituel et c'est très important. Lorsque vos émotions sont touchées, votre esprit est touché. Généralement, on utilise même ces termes de façon interchangée. Il est faible d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il réagit à fleur de peau. Il réagit émotionnellement. Donc c'est lié, d'accord? C'est vraiment lié. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment, il est important de reprendre le contrôle dans nos usages des réseaux sociaux. Et ce contrôle-là, il commence d'abord au niveau spirituel, au niveau émotionnel, bien entendu, au niveau intellectuel, parce que lorsqu'on habitue, vous regardez dans les réseaux sociaux, on s'habitue à regarder du contenu qui est juste axé sur le divertissement, et ben notre capacité d'intelligence, notre capacité à discerner, et ben elle réduit et elle nous empêche d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je nous interpelle à travers ce livre à cette allure. Et ben, la conclusion, pour toutes celles et ceux qui considèrent le contenu de ce livre comme du complotisme, je tiens à dire ceci. S'il faut écrire un livre pour être d'accord avec tout le monde, alors je me suis trompé. Cependant, si la réalité du terrain atteste du caractère scientifique de ce contenu, alors vous êtes doublement trompé. C'est la conclusion que je donne à la page, au dernier chapitre de mon livre, où je dis que beaucoup de personnes vont considérer certainement ce sujet ou ce livre comme du complotisme, l'expression, un outil de complotisme, ou je ne sais pas trop comment on va le formuler. Dans tous les cas, je suis conscient d'une chose, c'est que beaucoup de personnes vivent ça, et je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à prouver que ce que je dis est vrai, je ne fais que rester factuel et dire que voici ce qui se passe, il est important de faire quelque chose. Dans tous les cas, on ne peut pas écrire un livre pour chercher à être d'accord avec tout le monde. Je vous remercie, nous sommes à la fin de cette présentation et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, désormais, le contenu est désormais disponible en audio pour la promotion de ce livre. Procurez-vous ce livre, partagez, sensibilisez et voilà. Et je vais terminer par que Dieu vous bénisse. Merci.